Ils avaient arrêté un vieil homme silencieux dans un camion usé, avaient ri de ses histoires de guerre et l'avaient jeté dans une cellule. 30 minutes plus tard, le FBI était arrivé. Et plus personne ne riait. Permis et immatriculation, avait déclaré l'officier Kevin Driscoll d'un ton neutre, posant une main sur sa ceinture et l'autre sur le cadre de la vitre côté conducteur du vieux pick-up Chevy. Le conducteur, un homme noir âgé avec des rides profondes sur le visage et des yeux fatigués, se déplaçait lentement. « Oui, monsieur », avait-il répondu d'une voix calme et grave. Son nom était Harold Traml, et tout en lui disait « prévenir mais apaiser ». La veste de treillis militaire avec des taches décolorées, la barbe rêche, la façon dont il ne bronchait pas sous la pression. Du siège passager, l'officier Corey Jensen gardait une main près de son étui, déplaçant son poids comme s'il s'attendait à des ennuis. « Vous savez pourquoi on vous a arrêté ?» avait-il demandé. « Feu arrière cassé », avait répondu Harold en sortant déjà ses papiers. « J'avais l'intention de le réparer. J'ai la pièce, mais je n'ai pas eu le temps. » Driscoll avait pris les documents et les avait examinés. Propres, sans antécédents. Mais quelque chose chez cet homme l'irritait. Peut-être son calme ou la façon dont il regardait droit devant lui sans la moindre trace de peur. « Vous êtes militaire ?» avait demandé Jensen en observant la veste. Harold avait hoché lentement la tête. « Retraité, j'ai servi il y a longtemps. »« Quelle branche ?» Driscoll avait mentionné l'armée, reconnaissance spéciale, principalement en Asie du Sud-Est. Driscoll avait haussé un sourcil. « Reconnaissance spéciale, hein, ça avait l'air intéressant. » Harold avait levé les yeux juste une seconde. Ce n'était pas censé ressembler à quelque chose. Driscoll avait tendu les documents à Jensen et avait fait un geste vers le camion. « Ouvrez la boîte à gants, monsieur. » Harold avait marqué une pause. « Pouvez-vous me dire ce que vous cherchez ? Contrôle de routine. » Driscoll avait répondu. Harold avait soupiré. « Il y a un pistolet là-dedans. Délivré par l'armée. Il est enregistré. » Le ton de Driscoll s'était durci. « Vous ne l'avez pas mentionné quand nous avons demandé. »« Vous ne l'avez pas demandé. » La minute suivante s'était rapidement intensifiée. Driscoll avait ouvert la porte. « Hors du camion maintenant. » Harold était sorti lentement, main visible. Aucun mouvement brusque. « C'est légal. J'ai cette arme de poing depuis 1973. Elle n'est pas chargée. » Mais aucun des deux officiers ne s'en souciait. Jensen avait tendu la main et sorti l'arme. « Vous avez un permis pour ça ? » ?»« Oui. Dans la poche arrière. Ils l'ont arraché, lisez-la. » Driscoll avait déjà fait un geste pour les menottes. « Ça ne semble pas juste, » avait dit doucement Harold. « Tu n'es pas celui qui prend les décisions aujourd'hui. » Driscoll avait craqué, les mains derrière le dos. Harold avait obéi. Les menottes avaient claqué. Pas serrées, mais délibérées. Jensen le regardait, peut-être à moitié curieux, peut-être juste en train d'apprécier. Driscoll avait jeté un coup d'œil à la benne du camion et avait marmonné quelque chose dans sa barbe. « Tu sais, » avait dit Harold alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille, « j'ai travaillé sur une mission en 1985 qui n'a jamais fait la une des journaux. J'ai sauvé plus d'une douzaine de civils en Thaïlande. Je n'ai même pas reçu de lettre. » Driscoll avait ri doucement. « Ouais, et je suis sorti avec un top modèle une fois. » « Je ne mens pas, » avait dit Harold, pas en colère, juste plat. « C'est une chose que j'ai cachée au service. » Il l'avait conduit vers le bureau du shérif du comté de Stoneview. Harold n'avait pas dit grand-chose après cela, il avait juste regardé la route défiler comme s'il avait tout vu auparavant, et peut-être qu'il avait fait. De retour au poste, Jensen plaisantait avec diligence sur le vieux G.I. Joe dans le camion de son grand-père. Driscoll tapait le rapport d'incident. Il avait dit qu'il était dans une unité de reconnaissance, il avait probablement juste regardé quelques films de guerre et avait décidé de le vivre. Ils avaient mis Harold dans la cellule de détention temporaire, les lumières bourdonnant au-dessus. Il était assis tranquillement à regarder le sol. Pas de colère, pas de peur, juste en attente. Mais juste avant que Driscoll puisse terminer les papiers de réservation, une faible alerte avait retenti du terminal. Le rouge n'était pas le drapeau habituel pour un permis suspendu ou un mandat local. C'était un ping prioritaire des chaînes fédérales, puis un autre. Puis un téléphone avait sonné. Mais avant que Driscoll ne puisse capter, les phares avaient balayé la vitre avant de la station. 3 SUV banalisés étaient entrés sans un mot. L'officier Jensen s'était penché en arrière sur sa chaise en sirotant une tasse de café à moitié vide, regardant Harold à travers l'étroite vitre de la cellule de détention. Il n'avait pas bougé d'un pouce, marmonna-t-il.
Un homme effrayant, comme s'il attendait juste quelque chose. Driscoll n'avait pas levé les yeux de son ordinateur. Les vieux bluffs. Probablement un épuisement professionnel des années 80 essayant de paraître important. Je ne sais pas, avait dit Jensen en tapotant ses doigts. Quelque chose chez lui ne va pas. Ce genre de silence qui cloche. Driscoll s'était moqué. Ce n'est qu'un vieil homme poussiéreux avec une fausse histoire de guerre et un pistolet qu'il n'aurait probablement pas dû avoir, c'est nous qui faisons notre travail. À l'intérieur de la cellule de détention, Harold était assis immobile sur le banc, les mains posées sur ses genoux. Il avait l'air trop calme. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à l'horloge murale, puis au sol, comme s'il comptait quelque chose. L'adjointe Carla Mandé était arrivée de la réception. Vous n'avez toujours pas fait d'identification complète sur ce type. Driscoll lui avait fait signe de partir. On y arrive. Elle avait froncé les sourcils. Vous auriez dû le faire avant de le jeter en cellule. Jensen avait haussé les épaules. Il a dit qu'il était de la reconnaissance spéciale, quoi que cela veuille dire. Il a prétendu avoir une habilitation et une arme à feu enregistrée. S'il dit la vérité, nous le découvrirons. Il ne savait pas qu'au moment où le nom d'Harold était arrivé dans leur système, cela avait déclenché autre chose. Quelque part entre des archives militaires et une base de données de sécurité fédérale, une alerte rouge avait été envoyée. Mandé était retourné à son bureau, mais avait gardé une oreille attentive à la conversation. « Vous pensez qu'il est un de ces vétérans en papier d'aluminium ?» avait demandé Jensen en souriant. « Comme ceux qui disent qu'ils ont entraîné des dauphins à renifler les sous-marins ? Vous seriez surpris de ce que l'armée faisait autrefois. » Mandé avait marmonné. Driscoll avait appuyé sur envoyer le rapport d'incident. « Ouais, et je suis censé croire que ce type a passé 30 ans dans une unité secrète et a ensuite décidé de conduire à travers l'Alabama dans une Chevy rouillée. » Droit, avait rigolé Jensen. Je parie qu'il dort avec un couteau sous son oreiller. À l'intérieur de la cellule, Harold avait finalement parlé d'une voix douce mais ferme. Vous les gars, avez-vous déjà été dans une fusillade ? Ils avaient levé les yeux. Driscoll s'était approché de la vitre. Qu'avez-vous dit ? J'ai demandé si vous aviez déjà dû vous mettre entre une mère et la lunette d'un sniper avant de décider qui pouvait respirer une autre minute. Driscoll avait ri. Nous y revoilà. Mais Harold ne plaisantait pas. Je me souviens encore de ses yeux. Elle ne parlait pas anglais, mais je savais ce qu'elle disait. Et j'ai tiré. Pas fier de l'avoir fait, mais je l'ai fait. Le silence était tombé dans la pièce. Même Jensen avait arrêté de sourire. Vous pouvez me croire ou non, avait ajouté Harold. Mais si vous pensez que je ne suis qu'un vieux fou avec une histoire, vous ne faites pas attention. Driscoll l'avait regardé un moment de plus, puis s'était détourné. Il se moque de nous. Ne tombez pas dans le panneau. Mais la pièce semblait différente, un peu plus lourde. Puis le téléphone avait sonné. Ligne 3, une ligne directe rarement utilisée. Driscoll avait décroché. Bureau du shérif de Stoneview. Une voix à l'autre bout du fil n'avait pas perdu de temps. Vous avez Harold II, Traml en garde à vue. Ouais. Qui demande ça? C'est l'agent Valdez du bureau. Nous sommes en route. Ne le relâchez pas. Ne le déplacez pas. Gardez-le en sécurité et ne lui parlez plus sous aucun prétexte. Driscoll avait cligné des yeux. Attendez, comment l'appel s'est terminé? Mandé s'était levé lentement de son bureau. Vient-il de dire qu'avant qu'elle ne puisse finir, les phares ont de nouveau éclairé la station? Des feux de croisement puissants. 3 SUV banalisés s'étaient arrêtés doucement à l'extérieur. Des hommes en costume étaient sortis rapidement. Aucune hésitation, aucun mouvement inutile. Les portes d'entrée s'étaient ouvertes et 4 agents fédéraux étaient entrés, flanqués de 2 officiers non formés de la division d'intervention rapide du bureau. Pas de mots, juste de la présence. L'air avait changé. Driscoll était resté figé. Jensen avait dégluti difficilement. Mandé avait reculé d'un pas. L'agent devant avait montré son badge. Où est Harold Traml? Driscoll avait balbutié. L'agent Valdez ne s'y est pas. Nous nous en chargeons à partir d'ici. Mais alors que Valdez passait, il ajouta sans regarder, nous avons besoin d'accéder à toutes les images, à tous les documents et à tout ce qui a été dit ou fait depuis l'arrestation. Immédiatement, l'agent Valdez traversa le poste, les yeux rivés sur la cellule de détention, comme s'il connaissait déjà la disposition, l'éclairage, l'odeur de l'endroit. Son manteau bougea à peine lorsqu'il se déplaça, son badge toujours serré dans sa main. Derrière lui, les agents, le creux et le menton brisé, se dirigèrent vers les bureaux. Aucune hésitation.
Ils se branchèrent sur les postes de travail les plus proches, remontant déjà les dossiers et les enregistrements vidéo. Driscoll s'avança. Et, attendez. Que se passe-t-il ici? Vous ne pouvez pas simplement entrer. Et Valdez le coupa sans se retourner. Vous êtes assis sur un bien protégé. Cet homme ne doit pas être interrogé, touché ou traité à moins d'être autorisé par le commandement fédéral. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à appeler le Pentagone. Driscoll se figea à mi-chemin. À l'intérieur de la cellule de détention, Harold leva les yeux. Un sourire brilla au coin de sa bouche. Ni suffisant, ni triomphant, juste calme. Valdez tapa un code sur le clavier et ouvrit la cellule lui-même. Le sergent Traml. Harold se leva. Il vous a fallu assez de temps. Valdez hocha la tête. La circulation à Birmingham était un désastre. Harold sortit lentement. Ses articulations craquèrent, ses genoux raides, mais il se déplaçait avec une sorte de contrôle silencieux qui ne correspondait pas à son âge. Il te traite comme un suspect. J'ai connu pire, dit Harold en jetant un coup d'œil à Jensen puis à Driscoll. Au moins, ils ne m'ont pas demandé dans quelle unité j'avais servi 3 fois de suite comme les derniers l'ont fait. Jensen prit la parole, nerveux maintenant. Écoutez, nous ne savions pas qui était le pistolet. Il n'a pas été déclaré et nous avons dû suivre. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine d'écouter. Dit froidement l'agent Chin, toujours en train de taper. Et maintenant, vous êtes signalé dans notre système comme ayant maltraité un individu sensible de classe A. Félicitations, la pièce était silencieuse. Valdez se tourna vers Mandé. Madame, étiez-vous impliquée dans l'arrestation? Non, monsieur, dit-elle rapidement. J'étais à la réception. Vous êtes libre. Le reste d'entre vous reculez. Chaque mot, chaque mouvement depuis cet arrêt est enregistré. Si les images de la caméra corporelle montrent des mauvais traitements, vous entendrez de notre branche juridique. Chin a imprimé quelque chose depuis le poste de travail et l'a remis à Jensen. Voici ce que vous avez manqué. Harold Traml, ancien sergent-chef de la 4e unité de reconnaissance, classé secret défense pendant la majeure partie des années 80 et 90, stationné en Thaïlande, au Salvador, à Beyrouth et en Sierra Leone. Médaille de la vaillance. Citation du Pentagone pour la préservation de la vie civile. Driscoll cligna des yeux, confus. Mais pourquoi un type comme ça serait-il signalé? Valdez se tourna lentement vers lui. Parce que le sergent Traml n'est pas seulement un vétéran. Il fait partie d'un programme de protection fédérale de longue date pour les agents dont les actions ont toujours un poids juridique en droit international. L'arme pour laquelle vous l'avez arrêté est liée à une mission qui a empêché une ambassade entière de brûler en 1989. Vous savez combien de personnes aimeraient mettre la main sur lui? Attendez, Jensen a dit d'une voix baissée. Vous voulez dire que quelqu'un pourrait le traquer, non? Peut-être, a dit Chin. Est-ce que Driscoll a reculé comme s'il avait touché quelque chose de chaud? Nous n'avions aucune idée. Non, a répondu Valdez. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est le problème. En arrière-plan, l'un des agents a téléchargé les fichiers de la caméra embarquée et de la caméra corporelle sur un disque sécurisé. Chaque seconde de l'arrêt. Chaque sourire narquois. Chaque insulte. Harold regardait tranquillement. Il n'était pas en colère. Il avait l'air fatigué, comme un homme qui avait gardé trop de secrets pendant trop longtemps et n'attendait plus de remerciements. Voulez-vous porter plainte? Valdez lui a demandé. Harold a secoué la tête. Ça ne vaut pas la peine, mais j'aimerais récupérer mon arme de poing. L'agent Hollow l'a remise dans un étui scellé, encore chaud du scanner. Vous êtes. Harold l'a pris et s'est tourné vers Driscoll. Tu arrêtes quelqu'un parce qu'il avait l'air de poser problème, même si ton instinct te disait le contraire. Driscoll n'a pas répondu. Peut-être la prochaine fois, dit Harold doucement. Tu demandes avant de supposer. Mais avant qu'il ne puisse partir, Mandé s'est approché avec quelque chose dans sa main. Les plaques d'identité militaire d'Harold qui avaient glissé sous le bureau. Harold tenait les plaques dans sa paume, les doigts effleurant les bords usés. Le métal était décoloré, les numéros à peine lisibles, mais ils signifiaient toujours quelque chose. Ils étaient un morceau de lui, aucune arrestation ne pouvait l'arrêter. Mandé l'a regardé attentivement. Tu faisais vraiment partie de la 4e reconnaissance. Il a hoché la tête une fois. Ils nous ont appelés des fantômes. Nous sommes allés là où d'autres ne seraient pas allés. Nous sommes sortis quand nous avons pu. Driscoll se tenait sur le côté, les bras croisés, essayant de ne pas montrer le poids qui le frappait d'un coup. Jensen regardait simplement le sol.
Chaque craquement sage qu'il avait fait résonnait dans ses oreilles comme une erreur qu'il aurait souhaité ne pas avoir exprimée. Valdez a fait signe aux autres agents de leur accorder 1 minute. Le poste s'est légèrement vidé, laissant un rare silence. Harold s'est tourné vers le bureau et a sorti une fine enveloppe de l'intérieur de sa veste. Elle avait des bords jaunis, un sceau militaire à peine visible sous du ruban adhésif. « Ceci est mon dernier dossier de mission », a-t-il dit. « Déclassifié l'année dernière. Ils me l'ont envoyé comme si c'était un reçu de bibliothèque. » Il l'a posé sur le bureau. Thaïlande, 1985. Nous étions en reconstitution d'extraction, près de la frontière. Les services de renseignement nous avaient ciblés, un groupe rebelle retenant des otages dans une école reconvertie. 4 Américains, 2 travailleurs humanitaires, un photojournaliste et un garçon de 6 ans. Driscoll fronça les sourcils. « Je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. »« Tu n'étais pas censé le faire, » a répondu Harold. « Nous les avons fait sortir. Le prix était de 4 de mon équipe. Les meilleurs hommes que j'ai jamais connus. » Il est resté silencieux pendant un moment. La pièce semblait rétrécir. « J'ai vécu longtemps, » a-t-il dit. « Mais chaque fois que j'entends quelqu'un rire comme s'il savait ce qu'est la guerre, son odeur, ça me fait souhaiter qu'il puisse en emporter ne serait-ce qu'une journée dans sa poche. » Justin. Valdez s'est appuyé sur le mur du fond, les bras croisés. La plupart des missions menées par Harold n'existaient pas sur papier. C'est pourquoi nous surveillons son nom. Il n'est pas une menace. Il est un enregistrement de choses. Le pays ne veut pas se souvenir, dit doucement Mandé. Mais pourquoi a-t-il été signalé si vite? Chin est revenu en tenant un dossier. Il y a 3 semaines, le nom de Traml est apparu sur une liste divulguée provenant d'anciennes archives de la CIA. Quelqu'un a retracé les noms. Certaines de ces personnes sont déjà portées disparues. Harold eut un demi-rire. Alors tu vois pourquoi je n'apprécie pas vraiment d'être traîné hors de mon camion, comme si j'essayais de braquer une station-service. Jensen se frotta la nuque. Écoute mec, je ne savais pas. Non, tu ne le savais pas, dit Harold en le regardant droit dans les yeux. Mais tu aurais dû me traiter comme un homme et non comme un problème. La tension n'était plus seulement entre eux maintenant. Elle s'est propagée à travers les murs, dans le silence, dans chaque demi-sourire et chaque supposition imprudente qu'il lui avait lancée. Valdez s'est avancé. Nous avons essayé de sortir des gars comme Harold de la vue du public avant que les mauvaises personnes ne nous rattrapent. Mais chaque fois que l'un d'eux est signalé, c'est un risque. Ce soir, tu as ajouté à cela. Driscoll regarda à nouveau Harold, cette fois différemment. Pas comme un suspect. Pas même comme un vétéran, mais comme quelqu'un qu'il avait gravement sous-estimé. J'écrivais une déclaration. Driscoll avait relaté tous les détails de l'incident. Harold avait haussé un sourcil. « Écris-le pour toi, pas pour moi », avait dit Valdez en consultant sa montre. Nous devions nous dépêcher. Chaque minute où il était fiché ici le rapprochait un peu plus de l'apparition dans des lieux où il n'aurait pas dû se trouver. Harold avait remis ses plaques d'identité autour du cou. Ils ne firent aucun bruit, comme s'ils avaient également appris à se taire. Mandé avait hésité avant de demander « Restes-tu toujours en contact avec des membres de ton équipe ?» Harold avait lentement secoué la tête. « Parmi les gars, je suis le dernier à respirer. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, Valdez s'était arrêté à la porte et avait dit « Il y a autre chose. » Harold était en attente d'une opération qui n'avait jamais été lancée. Le Pentagone n'avait jamais confirmé pourquoi, mais c'était la raison pour laquelle nous ne l'avions jamais perdu de vue. Les mots de Valdez flottaient dans l'air comme de l'électricité statique. Personne dans la pièce ne bougea. Ni Mandé, ni Jensen, et certainement pas Driscoll. C'était comme s'ils avaient été entraînés dans quelque chose de bien plus grand qu'eux, et ils le savaient. Quel genre d'opération? Avait demandé Mandé doucement. Valdez avait jeté un coup d'œil à Harold. Disons simplement que cela devait se passer sur le sol américain. Et si c'était le cas, vous parleriez tous de cet homme avec beaucoup plus de précautions. Harold n'avait pas bronché. J'étais chargé de la coordination, pas de l'exécution. Mais ce dossier était resté verrouillé pendant près de 30 ans. Il ne l'avait pas enterré parce qu'il n'était pas pertinent, mais parce qu'il était trop proche de quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Driscoll avait senti sa bouche s'assécher. « Nous faisons juste notre travail », avait dit Valdez en lui lançant un regard froid. « Tu ne faisais pas un travail. Tu portais un jugement. Il y a une différence. » L'agent Chin était réapparu avec une clé USB. « Nous avons toutes les images. Caméra embarquée, caméra corporelle, caméra de la station. » C'était déjà en cours de téléchargement pour un examen interne. Jensen s'était frotté le visage. « Allons-nous faire l'objet d'une enquête ?»
Cela dépendait, avait dit Chin clairement, de l'honnêteté de votre rapport et de la façon dont vous vous souveniez de chaque mot que vous aviez prononcé depuis le moment où vous l'aviez arrêté. Driscoll avait essayé de reprendre son calme. Nous ne l'avons pas touché. Pas de force excessive. La force excessive n'était pas la seule mesure, avait répondu Valdez. Il y avait le ton, l'intention, et puis il y avait l'ignorance. Certaines erreurs coûtent des vies, d'autres coûtent des carrières. Harold était intervenu, sa voix calme mais ferme. Tu penses que je me soucie des poursuites judiciaires? J'ai eu des snipers dans les arbres. Tu penses que cette pièce me fait peur? Jensen avait levé les yeux. La honte remplaçait maintenant son arrogance précédente. Je me soucie d'autre chose, avait dit Harold. Du respect. Pas celui que vous demandez, mais celui que vous donnez sans avoir besoin qu'on vous le dise. Driscoll avait jeté un coup d'œil à l'étui scellé sur la table. Le pistolet d'Harold. Pourquoi portes-tu encore cette chose? Harold avait pris une profonde inspiration. Parce qu'il y a des gens qui recherchent encore ceux qui les ont arrêtés. Je ne suis pas célèbre, mais on se souvient de moi. Parfois, pas par les bonnes personnes. Mandé s'était penché en avant. Et si nous ne t'avions pas arrêté, tu aurais peut-être aidé plus que blessé, avait dit Harold. Mais la façon dont ça s'est passé, ça aurait pu finir bien pire pour nous tous. Valdez avait vérifié son téléphone. On doit bouger. Un transport surarrive. Il va dans un centre fédéral pour un retraitement et un débriefing des actifs. Harold s'était tourné vers la porte, mais pas avant d'avoir regardé Driscoll et Jensen. Je ne suis pas là pour te faire sentir petit, avait-il dit. J'espère juste que la prochaine fois, tu prendras 2 secondes de plus avant de décider quel genre d'homme est en face de toi. Aucun des 2 officiers n'avait dit un mot. Ils n'avaient pas grand-chose à dire. Alors qu'Harold passait devant eux, Chin avait tendu un dossier à Valdez. Nous avons signalé Jensen et Driscoll pour un examen interne. Le commandement décidera s'il faut le transmettre à son département d'État. La voix de Driscoll s'était brisée. Attendez, vous nous soumettez à la discipline. Chin l'avait examiné. Vous avez arrêté un vétéran du renseignement protégé par le gouvernement fédéral. Vous vous êtes moqué de son protocole d'insigne de service et avez mal manipulé une arme affiliée à une histoire classifiée. Qu'avez-vous fait exactement? Pensait-il qu'il se passerait quelque chose? Jensen s'était assis, les épaules affaissées, le genre de posture qui n'arrivait que lorsque la réalité s'installait. Harold, à mi-chemin de la porte, s'était arrêté. J'ai passé toute ma vie à être invisible quand cela comptait et impossible à ignorer quand ce n'était pas le cas. C'était peut-être ce que ce pays faisait de vous si vous restiez assez longtemps. Valdez avait hoché la tête vers la sortie. Sortons-le d'ici. Mais avant qu'il n'atteigne le couloir, un fourgon de presse locale s'était garé sur le parking. Quelqu'un les avait prévenus et ce qui allait suivre serait plus difficile à contrôler. La lumière d'un objectif de caméra zoomant à travers la vitre avant avait suffi à attirer tous les regards vers l'entrée. Channel 8 News était arrivé. Un caméraman, un journaliste de terrain, tous deux se déplaçant rapidement vers le bâtiment. Quelqu'un avait passé un appel, pensant probablement que cela lui ferait gagner des points ou ferait les gros titres. Valdez avait marmonné « bon sang » et s'était avancé pour intercepter. Harold ne ralentissait pas. Il marchait plus lentement maintenant, mais avec une dignité tranquille qui n'avait pas besoin d'une foule. Ses bottes frappaient le carrelage avec un rythme comme s'il était de retour en patrouille. Chaque pas mesuré, chaque regard déterminé. Dehors, le journaliste était déjà prêt avec son micro. « Monsieur, est-il vrai que vous avez été arrêté à tort ici ce soir ?» Valdez avait répondu d'une voix calme mais ferme. « C'est une affaire fédérale. » Pas de commentaire. Harold s'était arrêté sur le seuil, main posée légèrement sur la barre de poussée. Il avait tourné la tête juste assez pour parler sans regarder les caméras. Il pensait que j'étais quelqu'un que je n'étais pas, avait-il dit. Parce que je ne m'habillais pas comme eux. Parce que j'étais silencieux, parce que j'étais noir. Mais je suis exactement qui je dis être et je porte ce pays sur mon dos depuis bien plus longtemps que les gens ne veulent s'en souvenir. Le journaliste avait essayé de poser une autre question, mais Valdez avait doucement guidé Harold à l'extérieur en le protégeant de sa silhouette, tandis que les lumières des caméras clignotaient. Les SUV attendaient. Pas de sirène, pas d'histoire, juste des vitres teintées et le silence. Alors qu'Harold montait dans le véhicule, il avait croisé le regard de Mandé à travers la fenêtre de la gare. Elle n'avait pas fait signe. Elle n'avait pas souri. Mais la façon dont elle se tenait là à regarder disait qu'elle comprenait maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. À l'intérieur de la station, Jensen s'était affalé sur son bureau en tapotant un stylo contre son genou. Il n'avait pas dit un mot.
Driscoll fixait la lecture des images. La caméra corporelle qu'il n'avait pas hésité à allumer. La façon dont il aboyait des ordres. Le sourire narquois qu'il avait arboré quand Harold avait mentionné son passé militaire. Le pistolet mis dans un sac comme s'il appartenait à un criminel. Tout était là. Chaque moment d'irrespect désinvolte et irréfléchi. Mandé s'était détourné de l'écran. Tu vas devoir en répondre. Driscoll avait hoché lentement la tête. Je sais. Dehors, les portes du SUV s'étaient fermées. Valdez n'avait pas dit grand-chose pendant le trajet. Harold s'était penché en arrière, posant sa tête contre le siège. Ses yeux ne s'étaient pas fermés, mais son corps s'était légèrement relâché. Pas détendu, jamais détendu. « Mais tu vas bien quand même ?» avait demandé Valdez. Harold ne répondit pas tout de suite. Alors ils m'ont traité comme si je n'existais pas. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Ouais, avait dit Harold à voix basse, mais j'en ai marre d'être la leçon d'avertissement. Qu'ils apprennent et dont on porte encore les bleus. Le SUV avait tourné sur une route secondaire menant à un endroit sûr, loin de la gare, loin des projecteurs. Avant qu'il n'atteigne la porte, Harold avait repris la parole. Tu sais ce que je pense de la plupart des gens ? Qu'est-ce que c'est que ce gamin en Thaïlande ? Le gamin de 6 ans. Celui que j'ai porté dans un sac de riz pour l'empêcher d'être vu. Valdez s'était tourné légèrement. Tu l'as sauvé. Peut-être, avait répondu Harold. Ou peut-être que j'ai juste retardé ce que le monde lui réservait déjà. Le véhicule s'était arrêté. Valdez avait ouvert la porte, mais n'avait pas pressé Harold. Il avait laissé le vieil homme prendre son temps. Harold était sorti, bottertant le gravier. Il avait levé les yeux vers les étoiles pendant une seconde, puis vers la terre. « Tu veux savoir la vérité ?» avait-il dit. « Je me suis toujours fiché de l'arrestation. J'ai été tenu sous la menace d'une arme par pire. Ce qui m'importe, c'est la rapidité avec laquelle ils ont cru au pire à mon sujet, sans poser une seule question. » Valdez avait hoché la tête. « Ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un comme eux fait quelque chose comme ça, je le sais, » avait dit Harold. Mais ça aurait dû l'être. Il s'était tourné vers le bâtiment, marchant lentement en arrière. Mais à l'intérieur du poste, Mandé était déjà au téléphone avec les affaires internes. Elle n'allait pas laisser ce qui s'était passé devenir juste un autre dossier enterré. 2 semaines plus tard, le bureau du shérif du comté de Stoneview avait la même apparence de l'extérieur. Les murs de briques, la signalisation décolorée, 2 patrouilleurs garés de travers comme toujours. Mais à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Mandé était assise à son bureau, en train de feuilleter une déclaration imprimée. L'équipe des affaires internes était venue et repartie, mais l'ondulation laissée derrière ne s'était pas dissipée. Tout le monde marchait un peu plus doucement maintenant, un peu plus calmement. Les blagues n'étaient pas aussi fortes. La suffisance n'était pas aussi épaisse. Driscoll n'avait pas dit grand-chose depuis cette nuit-là. Il était en cours d'examen. Son badge n'avait pas encore été retiré, mais il était suspendu à un fil. Jensen avait été réaffecté à des tâches administratives en attendant une formation à la sensibilité et un audit procédural complet. Aucun des deux ne s'était battu. Le nom d'Harold Traml n'était plus seulement un dossier dans un tiroir. C'était un rappel échangé entre les officiers à huis clos et chuchoté dans la salle de pause. Le vétéran qui avait été plus qu'il n'y paraissait. L'homme qu'il pensait pouvoir traiter et oublier. À l'extérieur du poste, un jeune homme en sweat à capuche gris était descendu d'un bus urbain et s'était approché de la réception. Il était impeccable, dans la vingtaine, tenant une lettre à la main. « Je cherche l'adjoint Mandé », avait-il dit poliment. Elle était sortie de son bureau. « C'est moi. » Il avait brandi la lettre. « On m'a dit de vous donner ceci. » Elle l'avait déplié soigneusement. Le papier était ligné, l'écriture était nette et précise, à l'ancienne. On pouvait y lire « Adjoint Mandé, vous n'étiez pas obligé d'intervenir. Mais vous l'avez fait. Cela en dit plus sur vous que le badge que vous portez. Je n'ai pas besoin de justice. J'ai déjà eu ma part de combat. Mais je crois en la responsabilité et vous êtes la raison pour laquelle je crois toujours que c'est possible. Merci, Harold Traml. Elle le lut 2 fois. La signature était écrite avec une encre noire fine, stable et propre. Elle plia lentement le papier, sa poitrine serrée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. « T'a-t-il demandé d'apporter ça ?» demanda-t-elle au jeune homme. Il hocha la tête. Il reste en dehors de Birmingham pendant un certain temps. Hors réseau. Ne veut pas d'attention. Mandé offrit un petit sourire. Dis-lui qu'il n'est pas oublié. Le jeune homme hocha la tête et quitta la gare aussi silencieusement qu'il était arrivé.
De retour à l'intérieur, Driscoll était assis seul dans le vestiaire, regardant son reflet. Pas d'uniforme aujourd'hui, juste une chemise simple et le sentiment de quelque chose d'inachevé. Il fouilla dans son casier et en sortit un bloc-notes. Dessus, il griffonna. Il vit un homme, ne demanda pas qui il était, le traita comme un dossier, pas comme une personne. Puis il le referma et le glissa dans le tiroir. Peut-être que personne d'autre ne le lirait jamais, mais lui le ferait. Dans un centre de ressources pour vétérans à 48 km de la ville, Harold était assis sur une chaise pliante en face d'un jeune vétéran nommé Julian. Bottes de combat dénouées, casquette baissée, Julian parlait par à-coups rapides. Trop de souvenirs, pas assez de place pour les contenir. Je me réveille en pensant que quelqu'un va enfoncer la porte, avait dit Julian. Même si je suis de retour à la maison, même si ça fait 3 ans, je ne peux pas l'éteindre. Harold s'était penché en avant. On ne l'éteint pas. On apprend juste où le placer. Ça ne part pas. Ça arrête juste de diriger tout le spectacle. Julian le fixait du regard. Combien de temps cela t'a-t-il pris? Harold eut un léger sourire. Toujours en train de compter. Ils étaient assis en silence. Les 2 hommes portaient plus qu'ils ne le diraient jamais à voix haute. Et pourtant, dans ce silence, il y avait une sorte de paix. Pas parfaite, pas entière, mais réelle. De retour dans la vue de Pierre, Mandé avait épinglé la lettre d'Harold à l'intérieur de la porte de son casier. Pas de projecteur, pas de cérémonie. Juste un rappel que parfois les gens que nous rejetons portent les histoires les plus lourdes. Et parfois, une mauvaise décision devient un miroir dont nous ne pouvons pas détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits humains qui nous rappellent à quel point il est facile de se tromper et combien il est important d'écouter avant d'agir.